Dans son dernier livre, il cultive l'art de ne rien faire et pourtant c'est un écrivain prolifique. Voici Dany Laferrière. Dany, bienvenue à Tout le monde en parle. Eh bien, merci. Dany, tu étais au Salon du Livre de Montréal pour rencontrer les lecteurs de ton 21e ouvrage, L'art presque perdu de ne rien faire, qui est un recueil de tes chroniques aux émissions radio-canadiennes, C'est bien meilleur le matin, et Je l'ai vu à la radio, entrecoupé de poèmes. Tu dis que ta pensée ne vaut pas plus que celle des autres. Et tu as écrit 21 livres. Pourquoi devrait-on te lire? Je ne sais pas, par goût. Je crois que beaucoup plus que l'on croit, c'est pas l'intelligence qui séduit, c'est le charme. Et le charme, c'est comme un fluide qui se passe entre celui qui écrit et celui qui lit. L'esprit, l'intelligence, les idées, ça court les rues. Ce qui ne court pas les rues, c'est le style. C'est quelque chose d'assez impalpable. Et brusquement, on se sent à l'aise avec quelqu'un. On aurait envie, à la fin du livre, de l'appeler au téléphone pour causer. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Parce que tu lis des écrivains morts ou parce que tu es timide de nature? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je lis beaucoup les morts. Ils sont faciles, hein, les morts. On peut en faire ce qu'on veut. Et c'est ma définition de la bibliothèque, d'ailleurs. J'ai regardé dans la mienne, il y a tant de morts que j'ai l'impression qu'une bibliothèque, c'est un cimetière avec des morts qui pensent. Tu parles aussi de la qualité du lecteur. C'est quoi pour toi un bon ou un mauvais lecteur? Un bon lecteur, pour moi, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'il doit lire ce qu'il sait déjà. Vous savez, on remarque ça souvent dans les librairies, les gens cherchent du connu, ils se sentent à l'aise. Mais je crois qu'un bon livre, surtout, se retrouve à coup sûr entre les mains d'un lecteur libre, c'est-à-dire un lecteur qui soit curieux, qui voudrait aller ailleurs. Ce n'est pas forcément la qualité de l'ouvrage, c'est surtout la qualité du lecteur qui fait un livre. Je te cite. Il y a quelque chose qu'on a perdu et qui nous vient de l'enfance, c'est la lecture à haute voix. Est-ce que tu fais souvent la lecture à haute voix? Oui, 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 mais même dans le métro, les gens se retournent parce que je n'arrive pas à lire, je baisse la voix naturellement et ça fait encore un murmure embêtant, agaçant, d'ailleurs, exaspérant pour le voisin. Et les gens pensent toujours que je leur souffle dans le cou. Non, je suis en train de lire et je crois que la lecture nous est venue d'ailleurs dans l'enfance par la voix haute de notre mère souvent qui nous lit quand nous sommes dans le bain. Et je crois que la lecture vient de cette consolation qu'on a eue parce que nous refusons de dormir seuls, de dormir trop tôt, de dormir avec la lumière allumée. C'est pour ça qu'on nous a lus. Peut-être que l'idée de lire vient de là aussi, c'est-à-dire se consoler le soir. Sophie, est-ce que vous connaissez Dany Laferrière? Oui, bien sûr. J'avais lu comment faire l'amour avec un mec sans se fatiguer. J'avais adoré. C'est à ce moment-là que vous êtes tombé en abstinence, je crois. En fait, ce que je vous propose, c'est que Dany va lire un extrait de son livre et si vous aimez ça, ben, vous pouvez le garder. Alors ça, c'est l'art de manger une mangue. On suppose que vous vous trouvez à ce moment-là quelque part au sud de la vie. Il faut attendre alors un midi de juillet, quand la chaleur devient insupportable. Une cuvette blanche remplie d'eau fraîche sur une petite table bancale sous un manguier. Vous arrivez en sueur d'une demi-journée agitée pour vous asseoir à l'ombre, sans rien dire, pendant un long moment, jusqu'à ce que votre sieste soit interrompue par le bruit sourd d'une mangue qui vient de tomber près de votre pied. Il faut la respirer longuement avant de la dévorer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une once de chair, ni non plus une goutte de jus. Puis vous vous lavez le visage et le torse dans la cuvette d'eau avant de retourner à votre chaise. La mangue de midi est la grâce du jour. Il est à vous. Sophie, il est à vous. Je parle bien sûr du livre. Bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait, là, de ne rien faire. Ben oui. C'est le même titre, hein. Bon, je suis très, très, très heureuse parce que j'avais envie de le lire, ce livre. Dany, ton livre précédent, Tout bouge autour de moi, est une chronique sur le terrible tremblement de terre qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010, alors que tu y étais.
Tu y retournes régulièrement, tu en arrives d'ailleurs. Ça fait bientôt 2 ans que la Terre a tremblé. Comment ça se passe, là, présentement, en Haïti, au bout du tunnel? Est-ce qu'il y a de la lumière ou il y a un autre tunnel? Ah non, moi, je pense qu'il y a de la lumière. J'étais Ouais. à Port-au-Prince la semaine dernière et j'ai circulé la nuit et j'ai vu des policiers en Haïti et pour la première fois, je n'ai pas eu peur. Vous savez, généralement, dans certains pays, on a plus peur des policiers que des bandits. Oui. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu peur en les voyant la nuit s'approcher de moi. Ils avaient l'air compétents, ils ont posé les bonnes questions, ils nous ont laissé partir. Et j'ai vu des gens dans la rue, les gens ont repris la rue. Quand vous voyez des jeunes femmes dans une rue de n'importe quelle ville la nuit, c'est que ce n'est pas très mauvais. Danny, certains de tes livres sont traduits en Asie. L'énigme du retour est traduit en chinois, en coréen, en japonais. Et Tout bouge autour de moi est traduit aussi en japonais. Mais est-ce que ton livre, Je suis un écrivain japonais, est traduit en japonais? Non, il va l'être. Et au printemps, et j'attends avec beaucoup d'impatience parce que le livre, vous savez, avec l'Internet, quand un livre s'appelle Je suis un écrivain japonais et vous voulez lire un livre japonais, vous tapez écrivain japonais. C'est mon livre qui apparaît. Et comme c'est traduit en anglais, avec Japanese Writer, vous le faites en anglais, c'est mon livre. Alors j'attends pour voir en japonais. Et les écrivains japonais vont bien se fâcher là. Tu as fait ton entrée dans le Petit Larousse en 2012. Donc, c'est la consécration. Tu peux arrêter. Mais non, pas du tout. Windsor, pas- Kléber, Didani. Port-au-Prince, 1953, écrivain canadien d'origine haïtienne. Ses romans restituant la sensualité et la violence de son île natale sont l'expression d'une quête identitaire nourrie par l'expérience de l'exil. Est-ce que tu es bien résumé? Je ne vais pas me battre contre le Larousse. S'il le dit, ça doit être vrai. Je le lis comme un lecteur. J'ai toujours aimé lire le Larousse, alors je vais continuer maintenant. Et quand je tomberai sur la ferrière Windsor Kléber Didani, j'aurai l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Est-ce que ta mère l'a vu, ça? Ma mère a le dictionnaire. Elle m'a dit que pour ne pas me donner une sorte de faveur, de privilège, elle va le lire et quand elle arrivera sur la lettre L, Danny, tu collabores au livre De quoi le Québec a-t-il besoin, dirigé par Jean Barbe, Marie-France Bazot, Vincent Marissal. Ce livre regroupe des entretiens avec des politiciens, des universitaires, des humoristes, des chanteurs, des écrivains. De quoi le Québec a-t-il besoin, selon toi? le Québec, selon moi, a besoin de sortir du Québec. Je crois qu'on a vécu un long moment entre nous. Bon, je ne vais pas quand même mettre tout sur le dos de l'hiver, mais 6 mois entre nous, comme ça, enfermés, et ça nous plonge des fois dans des angoisses identitaires et ça fait des énervements, des exaspérations. Parce que je peux le dire, puisque j'ai jamais vu un débat au Québec qui se passe en juillet. Il doit y avoir un rapport entre le mois de février et la crise identitaire. Donc c'est une situation météorologique. Je te cite dans ce livre. La société ne peut pas continuer à grandir dans un espace où les gens ont l'impression que Pauline Marois ne pourra jamais être première ministre parce qu'elle a une grosse maison payée avec son argent. Moi, c'est le contraire. Je veux des premiers ministres riches pour que quand ils voyagent, par exemple, ils ne se sentent pas impressionnants en Europe quand on les reçoit avec 7 couverts, qu'ils soient habitués, qu'ils ne passent pas la soirée à se demander s'ils font bien, qu'ils discutent des choses sérieuses. Oui, tout à fait. Je crois que le populisme exige qu'on ait des gens qui nous dirigent avec une notion de pauvreté. Moi, j'ai toujours peur des pauvres au pouvoir. Vous savez, ils seraient capables de nous rendre tous pauvres. Danny, tu écris beaucoup, tu lis beaucoup aussi. Entrevue, on lit quoi? Je lis un livre pour passer le temps. Alors, on veut profiter de tes lectures et de tes conseils. Quel livre as-tu relu le plus souvent? Pourquoi? Ah, c'est un écrivain plutôt. Jorge Luis Borges, parce qu'il est le plus intelligent des hommes, parce qu'il est capable d'avoir cette réponse-là quand tu lui as demandé « Parlez-nous de vous, Jorge Luis Borges ». Il a dit « Que voulez-vous que je vous dise de moi? Je ne sais rien de moi, même pas la date de ma mort. » Quel est le livre qui t'a le plus marqué et pourquoi? 2 livres. Pedro Paramo, de Juan Rulfo, parce qu'il m'a permis de traverser d'un univers à un autre, c'est-à-dire le monde visible au monde invisible, et cela sans chichi, sans rituel, sans boule magique. On avait l'impression que ces 2 mondes-là se ressemblent.
C'est un livre extraordinaire. Et aussi, je dirais, Les liaisons dangereuses de Souderlot de Laclos. Laclos. Et parce que là, je me tourne vers vous. Et Malraux a raison de dire de ce livre que c'est une érotisation de la volonté. Il y a beaucoup de volonté dans le fait de refuser, mais aussi dans le fait d'accepter. Il peut y en avoir un peu. Quel livre as-tu regretté d'avoir lu et pourquoi? Ah, ça, c'est Le Monde selon Gap. Le titre était si magnifique, j'ai trouvé le livre lourd, pesant, ennuyeux, mal écrit, mal fait, mauvais, acheté. On lit quoi en train? Moi, je conseille pour le transsibérien de lire Tolstoï, Guerre et paix. Carrément. Carrément, c'est long. Le train, on est à l'aise, hein. On regarde le paysage en même temps qu'on lit. Prenons notre temps. Où on répond aux questions de José Lito, c'est selon. On lit quoi à voix haute à une femme? À voix haute, à une femme, on lit de la poésie. Et on lit le plus beau poème de tous les temps, le Cantique des Cantiques. C'est dans la Bible, pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre. Et le Cantique des Cantiques, c'est une histoire à deux voix d'une esclave noire et d'un prince. Le prince, c'est Salomon, fils de David. C'est une femme qui va dans la rue, elle dit « Je sors dans la ville pour attraper l'homme, mon prince, et l'amener dans la maison de ma mère, dans le lit de ma mère. » Ça fait pas longtemps, hein? On n'entend pas ça souvent. Surtout pas dans le lit de notre mère, non. On lit quoi dans un café? L'étranger, c'est magnifique, c'est simple, hein? Aujourd'hui, ma mère est morte, ou peut-être hier, j'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, sentiment distingué, enterrement demain. C'est simple comme bonjour. Albert Camus. On lit quoi quand on veut comprendre les femmes? Oh là, quand on veut comprendre les femmes, on lit Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et on lit aussi ses mémoires. Journal d'une jeune fille rangée est un très très beau livre, Mémoire d'une jeune fille rangée, la force des choses, la force de l'âge, mais on ne lit pas les mandarins, c'est toujours d'elle et c'est mauvais. On lit quoi quand on veut comprendre les hommes? Moi, je conseillerais de lire peut-être le métier de vivre de Cesare Pavecce. C'est un beau livre d'un grand écrivain italien. Et je lirai aussi Éloge de la folie de Erasme, pour montrer qu'il y a un grain quand même dans la tête de l'homme. On lit quoi si on veut pas se casser la tête? Si on ne veut pas se casser la tête, ah là là, on lit Zadig de Voltaire, c'est rapide, on lit Paroles de Prévert, et c'est bien aussi, on lit Le vieil homme et la mer, on lit Le petit prince, c'est court, c'est bref, et c'est magnifique. On lit quoi pour s'endormir? Pour s'endormir, moi je lis de la poésie. C'est pas parce que ça endort, c'est parce que les images sont tellement brûlantes, pénétrantes, qu'elles finissent par s'infiltrer en moi et par pénétrer dans mes rêves. Et c'est magnifique parce que c'est pas des idées, c'est des images. On lit quoi pour comprendre ce que c'est que d'être noir? Je dirais, on lit le discours sur le colonialisme de Aimé Césaire, dense, profond, direct, sans amertume, mais affolant. On peut lire aussi la prochaine fois Le Feu de James Baldwin. James Baldwin, dans les années 60, un jeune noir, laid, homosexuel, brillant. Il a fait quelque chose à laquelle on ne croyait pas. Il a tenté de réconcilier le noir et le blanc en Amérique, leur disant que vous faites comme vous voulez, mais vous êtes appelés à vivre ensemble ici, sur cette terre. Les Blancs ne retourneront pas en Europe et les Noirs ne retourneront pas en Afrique. Cette terre s'appelle l'Amérique, elle est faite par vous deux. C'était pas mal? Oui. On lit quoi pour comprendre ce que c'est que d'être québécois? Féron dit qu'il faut lire La nuit de Malcolm Maud de Victor Lévy-Beaulieu. Moi, je dis qu'il faut lire La Mélancier de Féron, Le ciel de Québec aussi. Je mettrai aussi Michel Tremblay, La grosse femme d'à côté est enceinte. Ouais. Je mettrai Le sourd dans la ville de Marie-Claire Blais et L'hiver de force de Régent Ducharme. Mais je ne pourrai pas faire cette petite bibliothèque sans ajouter le prochain épisode de Hubert Aquin, dont le début est l'un des plus beaux débuts de la littérature universelle. Ça, c'est extraordinaire. Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman. Une littérature qui était tellement confinée, et voilà, dans la première phrase, ils mettent deux pays qui ne soient pas le Québec. Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman. On devrait revivre ce genre de choses, sortir du Québec, suivant notre ami Hubert Aquin.
Danny, est-ce que tu restes avec nous? Bien sûr. Moi, je suis timide, je t'ai écrit une carte. Après tout ce qu'il a dit d'extraordinaire, après avoir cité tous ces grands auteurs. Mais c'est quand même... Merci. Merci. Même si ce n'était que pour une seule phrase, il me ferait grand honneur un jour de vous servir de nègre. Bravo! Merci, Danny. Après la pause, François Legault.